Peuple libre et peuple esclave. Étant donné que tout véritable canal de communication avec le système reste fermé aux patriotes désintéressés, intègres, honnêtes et sincères, et étant donné que les vrais patriotes marginalisés ont le devoir d'intervenir pour éviter à leur pays le pire, les conseils et les informations utiles ne peuvent être adressés que publiquement, à travers la diffusion et la publication, dans l'espoir que les vrais gouvernants seront à la réception et agiront dans le bon sens. Par conséquent, il est normal que ces dits conseils et ces dites informations utiles parviennent aussi aux révoltés de l'an 2012, qui, sans doute, ont déjà constitué des cellules compétentes pour décrypter les textes et les analyses honnêtes et plus ou moins neutres pour aller de l'avant en toute assurance. Pour résumer, les informations, les lectures des événements, les analyses des faits et gestes du système d'un côté et des mouvements révolutionnaires d'un autre côté donnent des idées à toutes les parties en conflit, ce qui fait que ce sont ces lectures et ces analyses qui constituent le nerf de la guerre. La partie gagnante sera celle qui décortiquera et qui comprendra le plus rapidement les enjeux, celle qui sera la première à décoder les paroles et les textes pour en tirer profit judicieusement. Il est bien question de guerre ici puisque tout se passe autour des rares intervenants neutres et honnêtes que le système n'a pas réussi à intégrer ou ne veut pas intégrer de peur que l'honnêteté ne s'infiltre dans ses arcanes et contamine toutes ses composantes. Pour comprendre ce qui se passe actuellement, il faut tout d'abord savoir que tout règne sauf la confiance. Il est normal que la méfiance soit la règle au sein des mouvements contestataires et parmi les révolutionnaires, mais il est anormal que la méfiance soit désormais la règle dans les rouages du système où elle aurait atteint des proportions alarmantes. Par conséquent, le blocage subi du système est à prévoir, car la méfiance paroxystique signifie le silence qui précède l'écroulement. Ce silence s'exprime le plus souvent d'abord par des vivas à l'adresse du système, des vivas qui dissimulent la colère, à huis clos et sans raison, entre préposés de ce même système. Ensuite, lorsque, emporté par son absolutisme et son orgueil démesuré, le système en arrive à frôler la folie et à concrétiser l'irrationnel au siècle de la libération des peuples les plus dociles, les plus peureux et les plus lâches. Le silence des préposés ne s'exprime plus par les déclarations dissimulatrices de leurs vraies pensées ou par le non-dit, mais par la grève de la parole. Dès lors qu'ils s'abstiennent brusquement de fournir les justifications habituelles effrontées pour couvrir les agissements du système considéré fou, cynique, aveugle, sourd et cocasse. Or, ce silence des préposés du système augmente la pression qui aboutit à l'explosion sous forme d'une colère noire, incontrôlable, destructrice de tous les murs de la peur. Et c'est à ce moment-là que les préposés du système prennent ouvertement position en faveur des peuples. Par ailleurs, et dans un tout autre sujet de conversation, lorsqu'on dans un pays sous-développé, par exemple, un concours est organisé par une administration pour les techniciens, par exemple, pour combler 25 postes, et qu'il n'y a guère plus de 10 personnes à se porter candidat, ou que sur 1202 candidats à un concours, seuls 3 chômeurs diplômés et une chômeuse diplômée se présentent et participent à ce dit concours. Par exemple, à cause ou grâce à l'intervention d'une association de chômeurs diplômés qui a appelé au boycott. C'est que cette administration a effectivement perdu sa crédibilité. Cela veut dire que les syndicats classiques seront bientôt effacés et totalement insignifiants s'ils ne rejoignent pas l'histoire à temps. Cela veut dire aussi que la prise de conscience est en passe de se généraliser et qu'à l'avenir, il ne suffira plus d'embaucher les chômeurs diplômés pour espérer une accalmie politique ou une accalmie tout court. À l'avenir, les chômeurs que le système aura embauchés continueront à militer avec acharnement, secrètement ou publiquement, contre ce même système qui ne les aura enrégimentés que sous la pression de la rue, des peuples. Ces mêmes peuples que les diplômés chômeurs employés par le système ne voudront plus jamais trahir en reniant tous les principes de la dignité, de l'honneur et de la démocratie pour lesquels ils auront milité avant d'être recrutés par le système. Lorsque des peuples ont conscience de la situation de déshonneur dans laquelle ils se trouvent, le système ne peut plus rien donner à ces peuples en échange de sa survie, car le fait même d'accepter une donation de la part de ce système sera considéré comme une haute trahison dans les milieux populaires. Lorsque les peuples ont conscience de la situation de déshonneur dans laquelle ils se trouvent, le système ne peut plus corrompre ou recruter parmi les pauvres pour se prémunir contre les peuples, les infiltrer et les espionner. Cela veut dire qu'à ce moment-là, le système est isolé
parés à la dégringolade, à la débâcle et à la désintégration. En général, lorsque les échanges commencent à se faire horizontalement entre les différents acteurs politiques, c'est que le système est écarté. Lorsque les opposants exclus ou marginalisés par le système ne s'adressent plus à ce dit système, qu'ils ignorent désormais car considérés inaptes au bien, et entreprennent de dialoguer avec leurs homologues récupérés, bon gré mal gré, par ce même système, c'est que l'on commence de part et d'autre à voir les choses en face et à penser effectivement et sérieusement à l'avenir des peuples, une fois débarrassés de ce qui est considéré comme étant la source de tous les problèmes et de tous les déshonneurs. Il y a des peuples qui ont récemment fait leur révolution et d'autres peuples qui n'arrivent pas encore à se débarrasser de leurs asservisseurs, pour des raisons qui diffèrent d'un pays sous-développé à un autre. Il existe des peuples sous-développés libres, mais il n'existe pas de peuples développés esclaves. Mais ce qui est certain, c'est que les pays libérés auront de plus en plus tendance à aider les peuples esclaves par le biais de leur télévision privée ou même nationale, qui se feront une joie de décortiquer le système oppresseur au nom de la liberté d'expression, la raison principale de toutes les révolutions. Et les peuples esclaves se libéreront. Ils se libéreront de l'esclavagisme. Ils se libéreront de leurs asservisseurs considérés sadiques, incultes, voleurs et extrêmement corrompus. À ce moment-là, tous les traîtres auront honte d'avoir essayé de sauver un système répugnant qui aura tout souillé, sauf les âmes et les esprits libres et honnêtes. Piètre fin que celle de tous les traîtres, ni conscience tranquille ici-bas, ni paradis à l'au-delà. Les peuples esclaves sont emprisonnés dans leur pays où ils n'ont pas droit à la liberté d'expression, où ils n'ont pas droit à la réussite, où ils n'ont pas le droit d'être propres, parce que le système est sale et ne souffre pas que ses esclaves soient propres. Dans ces pays-là, le système exige que ses esclaves le divinisent et lui adressent des prières et l'implorent pour leur faire rater le paradis une fois mort. Le peuple syrien accédera à la liberté. Younes Fnish, le 17-1-2012, extrait de Mémoire d'une révolution avortée.